Madame, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 11 mai 2026. Libreville dévoile les résultats de l'enquête nationale de collecte des données du secteur industriel menée en 2024. Le rapport présente un fichier actualisé des capacités réelles du tissu industriel, une démarche inscrite dans la volonté des autorités de restructurer le secteur et soutenir la diversification économique. Les responsables des établissements de crédit outillés sur le crédit bail, une initiative du Gabon avec le concours de ses partenaires financiers. L'objectif de cette session, traduire la volonté du gouvernement d'accompagner les PME à travers cette solution de financement de leurs équipements pour celles qui le souhaitent, sans impacter leur trésorerie ou leur endettement bancaire classique. Et puis le dossier de cette semaine s'intéresse à la sécurité sanitaire des aliments qui finissent dans nos assiettes avec un sujet crucial, les risques associés à l'alimentation de ruches. Le premier épisode de ce soir met en lumière les mauvaises pratiques d'hygiène des vendeurs, mais aussi le niveau d'insouciance des consommateurs. Voilà pour les titres, ravis de vous retrouver ce soir. Direction Nairobi, la capitale kenyane, où se déroule le sommet Africa Forward sur les grands enjeux de transformation du continent. Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prend part aux travaux aux côtés des autres dirigeants de ce monde, s'est entretenu avec son homologue kenyan William Ruto. Les deux hommes ont fait une revue de la coopération bilatérale entre Libreville et Nairobi. Cette rencontre vise à établir des partenariats équilibrés et à promouvoir la transformation locale des ressources, cœur de la stratégie économique gabonaise. Communication présidentielle. En marge du sommet Afrique-France pour l'innovation et la croissance, co-présidé par la France et le Kenya, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue kenyan William Ruto, se sont rencontrés pour discuter des partenariats stratégiques entre Libreville et Nairobi. Organisé pour la première fois dans un pays anglophone, ce sommet vise à redéfinir les relations entre l'Afrique et la France avec un accent particulier sur l'économie, l'innovation et la souveraineté dans les domaines numériques, énergétiques et alimentaires. Pour le chef de l'État, cette rencontre s'inscrit dans une offensive diplomatique destinée à présenter le plan national de croissance et de développement, PNCD, du Gabon aux partenaires internationaux avec pour objectif de conquérir les investisseurs kenyans. Sur le plan bilatéral, les deux chefs d'État ont échangé sur le renforcement de la coopération sud-sud, notamment dans les secteurs de la logistique et de l'environnement. Le Kenya et le Gabon, considérés comme des leaders africains dans la lutte contre les changements climatiques, ont réaffirmé leur volonté de collaborer davantage sur ces enjeux. Ce sommet constitue une étape importante pour Libreville qui veut diversifier ses partenariats et renforcer sa visibilité sur la scène internationale. Et le chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a ensuite eu un tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur les perspectives des échanges économiques et pas seulement entre le Gabon et la France. On retrouve Priska Mugula, Gildas Louba Anderi, Roland Rogombe de la communication présidentielle. La rencontre entre le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, et son homologue Emmanuel Macron en marge du sommet Africa Forward s'inscrit dans une diplomatie à forte portée stratégique dans les relations entre Libreville et Paris. Portée par une vision assumée et structurée du chef de l'État, cette dynamique nouvelle repose sur un principe fondamental axé sur la transformation locale des ressources nationales comme levier prioritaire de souveraineté économique et de création de valeur. En choisissant cette orientation, le Gabon affirme sa volonté de rompre avec les modèles extractifs centrés sur l'exportation de matières premières à l'état brut. Le manganèse, dont le Gabon est l'un des principaux producteurs mondiaux, cristallise cette ambition. Désormais, l'enjeu n'est plus uniquement quantitatif, il est également qualitatif.
Il est question ici de développer sur le territoire national des capacités industrielles de transformation afin d'intégrer les chaînes de valeur et de produire localement les alliages à haute valeur ajoutée. Cette vision partagée lors des échanges bilatéraux redéfinit les contours du partenariat franco-gabonais. Elle consacre le passage d'une logique d'assistance à un modèle fondé sur le co-investissement, l'innovation industrielle et le partage équilibré des bénéfices. Dans cette perspective, la relation entre le Gabon et la France gagne en densité et en maturité. Elle s'inscrit désormais dans une approche d'égal à égal, où les intérêts convergent autour d'objectifs communs, à savoir l'industrialisation, la création d'emplois durables et le renforcement des capacités locales. Ainsi, sous l'impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon se positionne comme un acteur stratégique, capable de définir ses priorités et de bâtir ses partenariats structurants, fondés sur le respect mutuel et la valorisation de son potentiel économique. Et voilà, de l'Angola à Djibouti jusqu'au Kenya, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuit donc une séquence diplomatique intense marquée par des initiatives stratégiques sur la scène internationale. Dans un communiqué officiel, la présidence de la République revient sur les principes forts. Écoutons à cet effet le porte-parole de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République gabonaise. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué du 7 au 8 mai 2026 une visite d'État en République d'Angola à l'invitation officielle de son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Cette visite revêt historique. Elle constitue la première visite d'État d'un chef de l'État gabonais en République d'Angola depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux nations qui date de 1977. À Luanda, le chef de l'État a été accueilli par les plus hautes marques d'honneur protocolaires et s'est adressé aux parlementaires angolais réunis en séance plénière discussion au chef d'État en visite officielle. Au terme des entretiens bilatéraux entre les deux chefs d'État, 3 instruments juridiques de coopération ont été conclus entre la République gabonaise et la République d'Angola, portant respectivement sur l'agriculture et la sylviculture, sur la sécurité et l'ordre public, ainsi que sur l'extradition. Les deux chefs d'État ont également convenu de la tenue dans les meilleurs délais de la 3e session de la commission mixte bilatérale Gabon-Angola, instance permanente de suivi de la coopération entre les deux États. Le chef de l'État s'est rendu en République de Djibouti part à la cérémonie solennelle d'investiture de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de réélu à la magistrature suprême de son personnel. À cette cérémonie, le chef de l'État a tenu à témoigner de l'attachement de la République gabonaise aux liens fraternels qui l'unissent à la République de Djibouti ainsi qu'à la consolidation des relations sud-sud. Ce jour, lundi 11 mai 2026, son Excellence, Monsieur le Président de la République, part dans la capitale kenyane à l'ouverture du Africa World organisé conjointement par la République du Kenya et la République française les 11 et 12 mai 2026. À cette tribune internationale réunissant plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains aux côtés des plus hautes autorités françaises, le chef de l'État de la République gabonaise et présente le plan national de croissance et de développement 2026-2030, feuille de route stratégique de la transformation économique de notre pays. La présidente de la République communiquera ultérieurement sur l'ensemble des résultats obtenus à Nairobi à l'issue des travaux du sommet. Fait à Libreville le 11 mai 2026. Je vous remercie.
partir dans la capitale kenyane, Nairobi justement, où le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré la présidente directrice générale du groupe Eramet. En marge donc des travaux de ce sommet, les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le partenariat entre le groupe Eramet Comilog et l'État gabonais, avec un accent particulier sur la transformation locale du minerai de manganèse. Nairobi, un tournant stratégique pour la en marge du sommet Africa Forward, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a imprimé une nouvelle dynamique à la politique économique nationale en recevant un entretien bilatéral Christelle Bories, présidente directrice générale du groupe Eramet. Après cette rencontre, un décisif a été acté, celui de la transformation locale opérationnelle, avec des sur les exigences de l'État gabonais. Cette avancée relève de la volonté ferme du président de la République, Brice Oligui Nguema, de rompre avec un modèle extractif hérité pour instaurer une logique de création de valeur sur le territoire national. Au-delà de cette étape industrielle, c'est une véritable mutation structurelle qui s'opère. Après plus de 3 décennies d'exploitation du manganèse, le Gabon franchit là un seuil historique en accédant au capital d'Eramet. Une évolution majeure qui consacre le passage d'un statut d'État hôte à celui d'acteur décisionnaire. Ce repositionnement stratégique du Gabon porte l'empreinte d'un leadership résolu fondé sur la souveraineté économique, la maîtrise des ressources et l'exigence de retombées concrètes pour les populations. En plaçant la transformation locale au cœur de son action, Brice Clotaire Oligui Nguema redéfinit les termes d'un partenariat minier et affirme une vision claire, celle de faire du Gabon une puissance industrielle émergente, capable d'utiliser ses richesses et de peser durablement dans les économies et internationaux. Revenons chez nous à présent, où le vice-président du gouvernement Hermani Mongo a présidé ce matin la cérémonie de clôture de l'atelier de restitution de l'enquête nationale de collecte des données industrielles, un outil stratégique qui présente les capacités réelles du tissu industriel gabonais et qui va permettre une meilleure orientation des politiques publiques liées à ce secteur. Gaël Mbimbaoko, Francis Ifunda, Peter Manfumbi. Mieux connaître l'état réel de l'industrie gabonaise pour mieux préparer l'avenir économique du pays, c'est tout l'enjeu de l'enquête de collecte des données industrielles dont les résultats ont été restitués au cours de cet atelier présidé par le vice-président du gouvernement. Les travaux qui viennent d'être présentés constituent un outil stratégique d'aide à la décision publique et un jalon important dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement économique voulu par les plus hautes autorités de notre pays. Dans un monde où la compétition économique se joue désormais sur la maîtrise de l'information stratégique, la qualité de la donnée constitue un instrument de souveraineté. Un État qui ne connaît pas avec précision ses capacités, ses vulnérabilités structurelles et le potentiel réel de ses filières industrielles s'expose à subir plutôt qu'à orienter son propre développement. Parmi les principaux enseignements, une progression du chiffre d'affaires global du secteur industriel et la résilience des filières stratégiques comme le bois et la métallurgie. Le temps de l'économie de rente est révolu. Le Gabon ne peut plus se contenter d'exporter ses matières premières sans créer de valeur sur son territoire. C'est le cap fixé par le chef de l'État et nous devons nous en tenir. L'étude révèle également plusieurs défis majeurs. Face à ce constat, le gouvernement entend accélérer les réformes. Le faible niveau de conformité administrative observé interpelle collectivement l'État et les opérateurs. Je tiens à préciser que l'agrément technique industriel ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais comme une protection. C'est la porte d'entrée vers l'accompagnement de l'État et l'accès aux dispositifs de soutien. La forte concentration des activités industrielles dans la province de l'Estuaire nous impose d'accélérer l'émergence de nouveaux pôles de production. L'industrialisation doit devenir un levier d'équilibre territorial afin que chaque province participe à la création de richesses. Les conclusions de cette enquête serviront désormais de base aux prochaines décisions stratégiques en matière de politique industrielle.
une nouvelle étape dans la volonté affichée par les autorités de faire de l'industrialisation un levier majeur de diversification économique et de souveraineté nationale. Et avec Alpha Ndombi Moussavou, je vous propose de revenir sur les autres temps forts de cet atelier qui vise la modernisation du système d'information industrielle au Gabon. On regarde. Lancé en 2024 par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale, l'enquête nationale sur le secteur industriel gabonais a livré ses résultats au public afin d'établir un état des lieux précis et du système d'information industrielle du pays. Devant les autorités, opérateurs économiques et acteurs du secteur privé, les responsables ont présenté les principales conclusions de cette étude stratégique. Il était question de faire un état des lieux sur la situation du secteur industriel au niveau du Gabon, afin de pouvoir identifier les opportunités et les menaces du développement de ce secteur. Nous nous sommes retrouvés avec une liste de 279 unités industrielles, mais seules 190 d'entre elles ont répondu soit en partie, soit intégralement à nos questions. On observe également que là, certes il est en phase de démarrage, mais présente des perspectives bien meilleures. Nous tenons également à relever qu'il y a aussi un certain nombre de défis, parmi lesquels il y a le déficit énergétique au niveau du pays. Selon les organisateurs, cette démarche vise à améliorer la connaissance du tissu industriel national et à renforcer les outils d'aide à la décision. Les résultats qui nous sont présentés aujourd'hui mettent en évidence plusieurs défis structurels, des insuffisances dans la couverture statistique du tissu industriel, des faiblesses dans les mécanismes de collecte, de traitement et de diffusion, ainsi qu'une faible interconnexion des systèmes d'information publique. L'enjeu de cet atelier, par l'idée un diagnostic partagé et d'autre part un plan crédible et opérationnel d'amélioration du système national de données industrielles. À travers cette initiative, les pouvoirs publics ont l'ambition de consolider la gouvernance industrielle et de rendre le secteur plus attractif pour les investisseurs. Et toujours en rapport avec l'activité du vice-président du gouvernement, eh bien, Herman Imongo a ensuite présidé une séance de travail sur la question de l'intégration des enseignants des établissements confessionnels. Autour de la table, le ministre d'État en charge de l'éducation nationale, celui délégué à l'économie, ainsi que les représentants du collectif des enseignants concernés. On fait le point avec Gaël Mbimba, Peter Manfumbi, Alain Serge Eyene. Sous la conduite du vice-président du gouvernement, la ministre d'État en national, le représentant du collectif des enseignants des confessions religieuses ont échangé sur l'avancement du processus d'intégration à la fonction publique. Au centre des discussions, la concrétisation des postes budgétaires accordés par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, longtemps confrontés à des difficultés administratives. L'objectif, c'est de faire à ce jour le point sur la situation qui prévaut. Il y a quelques semaines ou quelques jours, quelques compatriotes ont manifesté pour évoquer leur situation, parlant des postes budgétaires employés, parlant d'une décision du chef de l'État non appliquée. Qu'en est-il ? Cette séance de travail a permis à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de présenter l'état d'avancement du dossier au coordonnateur de l'action gouvernementale. En termes de valorisation de la fonction enseignante, il y a la question du recrutement des enseignants confessionnels. Nous avons fait à monsieur le vice-président du gouvernement sur les 1000 postes budgétaires qui avaient été attribués à ces ordres d'enseignement par le chef de l'État. Il faut dire que sur ces 1000 postes budgétaires, nous avons déjà 109 fiches bleues qui ont été signées, envoyées à la fonction publique, qui sont donc en attente de transmission au niveau du ministère du budget. Nous avons également 191 dossiers qui doivent faire l'objet de compléments d'information par les ordres d'enseignement au niveau des confessionnels, que ce soit les catholiques, l'Alliance chrétienne, protestants et les islamiques. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour avoir une programmation à ce niveau-là. C'est une promesse du chef de l'État qui va être réalisée. Les représentants des enseignants des confessions religieuses ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative, tout en espérant une finalisation rapide du processus d'intégration à la fonction publique. La décision qui vient d'être prise, elle est importante. Le vice-président du gouvernement a été à les cris de ses pères et mères de famille
Depuis plusieurs années, des mesures concrètes ont été prises, notamment la prise en compte immédiate des 809 signataires qui sont à la fonction publique. La rencontre de ce jour revêt une importance particulière. Elle traduit la volonté des autorités de renforcer l'équité dans le secteur éducatif et d'améliorer les conditions professionnelles des enseignants au Gabon. J'ajoute qu'avant de se rendre à la vice-présidence du gouvernement, Caméliane Tountoum Leclerc a justement échangé avec les responsables de ces établissements confessionnels et les représentants du mouvement national des chômeurs. 2 questions étaient à l'ordre du jour. Bien sûr, la situation des postes budgétaires octroyés au personnel de ces établissements confessionnels et puis le fonctionnement administratif du mouvement national des chômeurs. On fait le point avec Régis, Terence Ngondan et Gérard Mindou. Moi, éducation nationale, je m'occupe de la partie administrative, de mon dossier, de vérifier, de signer les fiches bleues quand elles me sont envoyées, et c'est comme ça que je procède. Dans un contexte marqué par plusieurs incompréhensions, le ministre d'État en charge de l'éducation nationale a successivement reçu les responsables confessionnels, puis les représentants du mouvement national des chômeurs affiliés. Au cœur de ces échanges, le membre du gouvernement a tenu à rappeler aux différents acteurs le fonctionnement de l'administration publique, fondée sur l'organisation et le respect des procédures. Nous sommes venus présenter à Madame la ministre d'État la situation des confessionnels qui ne cesse de prendre du temps, 2023, 2026, pas de mise en solde, et qu'elle s'implique davantage, comme elle l'a si bien fait pour les 900 enseignants de sciences. Après les responsables confessionnels, place aux représentants du mouvement national des chômeurs affiliés. Ici encore, le ministre d'État prône le dialogue tout en rappelant la nécessité du respect de l'ordre administratif. Nous avons pu faire part des difficultés que nous vivons, dire à Madame la ministre ce qui nous a amené à faire un sitting ici au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous allons plier bagages, rentrer en attendant que les choses soient effectives, tout en gardant espoir que Madame la ministre, étant une mère, prendra des décisions qui peuvent aussi nous arranger. À travers ces concertations, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que les revendications doivent s'inscrire dans un cadre structuré au dialogue et discipline administrative. On reste dans le même chapitre et on s'intéresse à cette journée portes ouvertes de l'école de commerce de Lyon, campus de Libreville. Eh bien, pour mieux définir leurs projets professionnels, les futurs étudiants ont bénéficié de conseils sur leur orientation. Accompagnés de leurs parents, ils sont allés à la découverte des différentes filières et programmes de formation offerts. Arnaud Mbabekung, Richard Mobiwa, Mireille Ntsamvi. La cour du campus Libreville de l'école de commerce de Lyon ITER grouille de monde. Composée en majorité d'élèves venus des différents lycées de la capitale gabonaise, les visiteurs sont venus découvrir le panel de formation proposé par l'établissement. À l'occasion de cette journée porte ouverte, ils ont bénéficié par vagues successives d'une présentation détaillée des différents modules de formation offerts par le groupe ECL ITER. L'organisation de la journée porte ouverte de ce jour avait pour objectif principal de présenter la gamme d'offres de formation dont regorge notre groupe. On a justement maintenant actuellement tous les domaines d'activité, donc tous les secteurs d'activité, primaire, secondaire et tertiaire. Donc avec justement le pôle, l'Institut ITER qui vient nous apporter le pôle technique où nous avons justement tout ce qui est formation informatique, gestion des réseaux, tout ce qui est le pôle industriel également qui est dans la maintenance industrielle, le génie civil, mine, géologie et tout ce qui est gaz. Et nous savons qu'actuellement c'est un secteur porteur pour notre pays, le Gabon. Majoritairement élèves en classe de terminale, certains n'ont pas caché leur intérêt et leur enthousiasme face aux opportunités de formation qu'offre le groupe École de commerce de Lyon ITER. Je trouve ces offres de formation très bonnes. Quand j'obtiendrai mon baccalauréat en juin, forcément je viendrai ici. Effectivement, je vais m'engager à cette école parce que l'école a su susciter en moi quelque chose de bien parce qu'ils nous ont proposé beaucoup de filières. Étudier à l'école de commerce de Lyon, campus de Libreville, c'est bénéficier d'une formation française tout en restant au Gabon. Les diplômes délivrés sont reconnus de plein droit en France, un atout majeur susceptible d'ouvrir aux étudiants les portes du marché de l'emploi français.
Dans l'actualité de ce soir également, cette formation sur le crédit bail à l'intention des acteurs de la microfinance à la faveur d'un atelier de sensibilisation et de transmission de connaissances. L'initiative du ministère de l'économie, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale vise à outiller ces piliers fondamentaux de l'économie nationale au service de l'entrepreneuriat dans le cadre du financement. Doris Kouzonkolo, Justin Jana, Mireille Ntambi. Financer sans étouffer, investir sans s'endetter lourdement. Le crédit bail s'impose désormais comme une solution stratégique pour booster les PME-PMI gabonaises. Ce qui explique la présence des experts de la Banque mondiale au Gabon pour une session de formation à l'intention des établissements de microfinance avec un objectif clair. Pour que finalement le secteur de la microfinance arrive à accompagner les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries dans le cas du crédit bail. Parce qu'aujourd'hui, le secteur de la microfinance n'arrive pas à proposer à la clientèle le crédit bail qui est un enjeu majeur pour les petites et moyennes entreprises et surtout avec la volonté des plus hautes autorités, c'est-à-dire du gouvernement, de soutenir le développement inclusif dans les 9 provinces du Gabon. Le secteur de la microfinance doit saisir cette opportunité par le canal de la Banque mondiale, de l'IFC, pour effectivement accompagner les petits agents économiques dans l'ensemble des 9 provinces. Une rencontre de haute importance pour le développement et l'accompagnement des PME-PMI gabonaises, appelées à jouer un rôle moteur dans la croissance économique du pays. Ce projet dans son ensemble est donc vraiment de fournir une boîte à outils. Donc comment adresser ce nouveau marché, quelle stratégie, surtout les crédits bail, on va dire les crédits classiques, et surtout permettre aux associations qui souhaiteraient aller plus loin de se poser les bonnes questions. Le crédit bail, rappelons-le, est un mécanisme de financement qui permet aux entreprises d'acquérir des équipements ou des investissements lourds sans paiement immédiat intégral. Le bénéficiaire utilise le bien en versant des loyers avant d'en devenir propriétaire à l'échéance du contrat. Lancement officiel au Cameroun du programme panafricain d'accélération des femmes Afrique innovante 2026, une initiative pour soutenir les femmes entrepreneurs, les start-up innovantes et les PME technologiques sur le continent. Il s'agit d'identifier des centaines de projets féminins à fort potentiel de croissance issus du Cameroun, du Gabon, du Congo, de la Tunisie et de l'Algérie et de les accompagner financièrement. Nous avons suivi le passage des candidats du Gabon devant un jury international. Envoyé spécial, Ondi Neltungi. À tour de rôle, elles se soumettent au rituel de défense de leur projet face au jury. Le programme panafricain Afrique innovante qui promeut l'entrepreneuriat au féminin rentre dans sa phase d'examen des candidats. L'objectif ici aujourd'hui, c'est de défendre les couleurs du vert jaune bleu qui fait son retour sur la scène internationale dans tous les domaines. L'entrepreneuriat étant un des piliers centraux de la politique du chef de l'État, chacun à son niveau est emmené à faire rayonner le Gabon à l'extérieur. Nous, les femmes gabonaises, nous avons de la valeur, nous avons des talents. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous nous sommes prêtés au jeu questions-réponses et présentation de projets. 21 candidates en présentiel. Elles viennent de 3 pays de la sous-région Afrique centrale. Parmi elles, les Gabonaises avec des projets révolutionnaires et innovants. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'était de faire parler des initiatives qui sont prises au niveau local pour rencontrer l'adhésion de plus d'investisseurs sur l'accompagnement des porteurs de petits projets pour développer la petite économie. Première phase sous-régionale, le projet impose plusieurs critères. Les critères de sélection des 300 candidates étaient justement l'innovation, l'expansion régionale, africaine. Et on a eu 300 candidates, 125 ont été retenues pour la compétition et à l'issue de la compétition, on aura 100 femmes incubées, accélérées, ouvertes à l'international. 24 heures avant la délibération, le jury demeure intransigeant. On les a écoutés, on les a challengés, on leur a posé des questions pour comprendre le fond de leur projet. L'idée, c'est de les aider à valoriser leur projet pour qu'ils soient bancables ou attirera les investisseurs tels qu'ils le souhaitent. Et tout se termine en Afrique parce qu'il y a tout en Afrique. Elles sont
incroyable. L'atmosphère l'est aussi. C'est l'Afrique qu'on aime. C'est l'innovation qui se conjugue au féminin. L'Afrique innovante ou la valorisation du patrimoine africain sont un gage d'un continent qui a été à l'origine de nombreux bouleversements et cette mutation s'écrit ici au Cameroun avec ce programme. Redonner à la poste gabonaise ses lettres de noblesse. C'est la substance de l'échange que le ministre Germain Biaoudjo a eu ce matin avec le collectif des agents de cette entreprise gabonaise qui traverse l'une des plus importantes crises de son histoire. On en sait plus avec Patrick Simangoy, Terence Langa, Gilles Ifunji. La Poste SA est sur une mauvaise pente, obsolescence de l'outil de production, moyens opérationnels presque inexistants, accumulation des mois d'arriérés de salaire, activité en berne, pour ne citer que cette là. Depuis son arrivée à la tête du ministère de la Communication et des Médias en charge de la Poste, Germain Biaoudjo est à la recherche de solutions susceptibles de sortir cette société d'État juridiquement et financièrement autonome de cette crise qui perdure depuis plus de 10 ans. La rencontre ce matin avec le collectif des agents de la Poste est une volonté de plus des plus hautes autorités du pays de trouver ici des solutions réalistes aux problèmes de la Poste. Le gouvernement prendra toute la mesure souveraine, refaire la loi et mettre une équipe qui va rendre compte après 6 mois, après 6 mois, après 6 mois, en fait, un contrat de performance. Le ministre Biaoudjo a été on ne peut plus clair, il faut sauver la Poste. La Poste ne peut plus faire comme avant. Il faut tenir compte du numérique parce que beaucoup d'activités ont pris un coup à cause du numérique. La boîte postale, le colis, ça se fait maintenant en ligne. Il faut regarder les activités novatrices, les substitutions. Ce matin, le collectif des agents de la Poste, conduit par Égide Louri, a tapé à la bonne porte. Je tiens, au nom du collectif, à remercier le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour avoir permis qu'aujourd'hui, on puisse se pencher véritablement sur la situation de la Poste. Et le ministre de la Communication et des Médias nous a donné des garanties que dans les prochains jours, la situation de la Poste va être clarifiée et résolue. Le nouveau management de la Poste en téléchargement privilégiera la mise en place de contrats de performance, la rigueur dans la gestion et le choix des profils susceptibles de redonner à la Poste gabonaise ses lettres de noblesse. Et allons juste à côté au ministère des Affaires sociales où l'actualité a été marquée ce jour par l'audience qu'a accordé le docteur Armand Ngo Moulengi, représentant de l'OMS au Gabon. Au menu des échanges, la présentation du plan d'action de cette organisation onusienne en appui aux efforts gouvernementaux en matière de sécurité sociale et de santé publique. Léonel Boutoupisam et Tito Mohamed. En marge de la prise de contact entre les deux personnalités, l'audience a permis d'échanger sur les questions d'intérêt commun. Je me suis réjoui que 3/4 de la population au Gabon bénéficient de tous ces mécanismes. Il y a quand même des progrès importants qui ont été faits au Gabon. Il faudrait que nous améliorions tous ensemble l'offre hospitalière, certes, mais l'offre au niveau rural, au niveau des villages les plus éloignés à travers un système de soins de santé primaire. L'organisation onusienne compte renforcer son plan d'action sur l'ensemble du territoire national. Je profitais pour dire à son Excellence qu'il y a des pays qui veulent venir visiter pour des voyages d'études le dispositif qui est déjà mis en place au Gabon parce qu'il y a des progrès indéniables qui ont été faits dans ce domaine. Et il était important pour les autres pays de venir profiter de cette expérience au lieu d'aller dans d'autres pays très lointains, venir profiter de l'expérience d'un pays africain qui n'est pas très loin et qui peuvent visiter. Partenaire du Gabon en matière de santé publique, l'OMS entend soutenir les politiques sociales du gouvernement en renforçant les travaux en cours au ministère des Affaires sociales.
Et on en vient au dossier de cette semaine qui fait un grand angle sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. C'est une habitude quotidienne ou presque pour de nombreux consommateurs, devenue même essentielle pour certains d'entre eux. S'arrêter au coin d'une rue pour s'acheter du poisson braisé ou des beignets, c'est selon le besoin de chacun. À tout moment de la journée ou de la soirée, nous nous sommes tout de même posé une question essentielle. Si la commercialisation et le conditionnement de ces aliments par les commerçants obéissent à des règles strictes, combien de personnes accros à cette pause gourmande s'y intéressent? Tenez par exemple l'hygiène des mains de ceux qui sont chargés du service, souvent la grande absente. Iden Ampouma, Gérard Magnagna et Shelly Maneya signent le premier reportage de ce grand dossier. L'odeur alléchante et enivrante, presque irrésistible, elle flotte au-dessus des carrefours portés par la fumée des charbons. La vente des aliments à l'air libre est courante et appréciée par les citadins. Mais derrière cet attrait immédiat, une réalité irrésistible s'installe, bien plus amère. Le manque d'hygiène des commerçants est à son comble et devrait couper l'appétit aux citoyens les plus affamés. J'aime un truc du dehors, mais pas chez tout le monde. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont sales. C'est vrai qu'il y a certains qui sont pas propres. Il y a aussi certains qui sont propres. C'est vrai que j'aime manger dehors, mais c'est déjà devenu une habitude pour tout un chacun. Lorsque tu travailles, il n'y a pas le temps de préparer à manger. Tu es obligé de grignoter dehors là-bas en attendant de rentrer à la maison. Le constat est alarmant. Déguster les repas vendus à l'air libre est devenu un danger au Gabon. Cela devient une question de santé publique. Parfois, la personne transpire, après elle touche encore une chose avec elle, serve encore les mêmes personnes avec les choses. Parce qu'on n'a pas de femmes à la maison. On constate que parfois la nourriture n'est pas bien nettoyée, parfois ils ne préparent pas bien, parfois ils font de n'importe quoi dehors et puis ça nous embête, nous qui mangeons dehors. Malgré les descentes de la Gaza, l'absence d'hygiène et de sécurité alimentaire au Gabon reste une menace au quotidien. Et ces problèmes d'hygiène liés à la vente alimentaire de rue sont récurrents et exposent chaque jour les consommateurs au risque d'intoxication, comme on vient de l'entendre. La situation inquiète donc de plus en plus. D'ailleurs, vous êtes exprimé à ce sujet au micro d'André Rivaza, Gérard Magnagna et Gaïs Bélé-Ovonou. Il y a certains qui ne sont pas hygiéniques, d'autres qui sont très hygiéniques. Par contre, ici à Cocotier, j'aimerais dire ici à Cocotier, il y a deux. Il y a celui-ci et l'autre qui est un peu plus devant. Pour moi, ils sont très hygiéniques parce qu'ils sont propres. Quand on regarde leur matériel, c'est propre, c'est nettoyé, c'est lavé. Un truc que nous mangeons dehors, nous ne savons pas comment ça se prépare à la maison, mais c'est pas un risque que nous prenons toujours l'initiative de manger dehors. Comme le cas où on a vécu récemment le Niker qui dit qu'il ne peut pas manger sa propre nourriture. Et là, ça devient très inquiétant. Il doit y avoir un suivi d'hygiène pour regarder d'abord la personne où tu viens manger, si c'est vraiment propre. Il faut revoir ce niveau-là parce qu'on peut dire que 80% de la population gabonaise se réfère toujours à ce genre de nourriture. Il faut revoir le côté hygiène, dans quelles conditions ces choses sont faites, est-ce que les conditions sont appropriées. Les structures doivent être bien présentées. Déjà, moi, je suis une femme. Je pense que lorsqu'on fait de la cuisine, il y a des règles qu'il faut automatiquement avoir. Il faut que la structure soit très présentée, propre. Et quand on regarde le produit, ça te donne vraiment l'envie de vouloir l'acheter parce que les conditions sont réunies. S'alimenter dehors, vraiment, c'est pas du tout facile. Ce qu'on leur demande, c'est de remplir les conditions que la Gaza demande. De remplir les conditions, d'être propre, de mettre toutes les choses en règle. Parce que nous sommes exposés à tout. Il y a des maladies, on a des enfants qui s'alimentent dehors, donc vraiment que les Nikers, tout ce qui est restauration dehors, qui remplissent les conditions de la Gaza. Voilà pour ce premier épisode de ce dossier de la semaine. Cette rencontre de Mouila dans la province de Langounié, le député UDB du 2e arrondissement Jean-Honoré Tendele a réuni les chefs de quartier autour des questions liées au développement local. On en sait plus avec notre correspondant Maël Mabounda. Le député Jean-Honoré Tendele a tenu à exprimer sa gratitude envers les populations pour son soutien lors de sa récente élection. Il a souligné l'importance de ces échanges pour maintenir un dialogue ouvert et constructif. Il est de mon devoir de m'adresser d'abord aux chefs
et le chef à leur tour, qui sont là, qui commandent les populations, feront le relais. Et dans les jours à venir, je reviendrai. La rencontre a été l'occasion de discuter des enjeux liés au développement du 2e arrondissement de la commune de Mouila. L'accent a été mis sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités et les citoyens pour mener à bien les projets. L'élection législative étant tournée, je souhaite vivement qu'ensemble, nous nous engageons résolument à bâtir un arrondissement digne d'envie, d'unité et de prospérité. Nous le devions bien à notre arrondissement et aux populations. Les auxiliaires de commandement ont également manifesté leur satisfaction quant à cette démarche, considérant le geste comme une étape positive pour le renforcement de la cohésion sociale et le développement local. Nous sommes tous contents de rencontrer pour la première fois notre député. Il nous a donné le conseil. La rencontre de Mouila témoigne d'une volonté de bâtir un avenir meilleur pour la commune et sa région. Le dialogue initié par le député Jean-Honoré Tendele et soutenu par les acteurs locaux ouvre la voie à une collaboration plus étroite et efficace, essentielle pour répondre aux aspirations des populations et impulser un développement local. La série des rencontres annoncées promet de consolider ce lien de confiance et de travail collectif. Votre 20h sport à présent. Sachez tout d'abord que le bureau de la Ligue nationale de football professionnel a convié ce lundi les clubs de première et deuxième division du National Foot à une importante séance de travail. L'ordre du jour a porté sur l'organisation du mercato et la situation de l'Union sportive de Bitam. On fait le point avec Alan Medzegue et Evaris Nduntumu. La phase allée du National Foot est arrivée à terme. Le marché des transferts est donc ouvert et s'étendra jusqu'au 1er juin pour permettre au club de renforcer les effectifs au moment d'entamer la deuxième partie de saison. La procédure de transmission des dossiers à la commission de qualification de joueurs devrait être respectée dans les règles de l'art. Important au regard de toutes les difficultés que nous avons pu enregistrer lors de la première phase d'enregistrement des joueurs, de pouvoir échanger avec les dirigeants des clubs sur l'organisation de ce mercato-là. Et bien évidemment, nous avons expliqué longuement le nombre de joueurs qui sera autorisé par chaque club pour pouvoir procéder au renforcement de leurs effectifs. Autre aspect évoqué, le cas Union sportive de Bitam. Club ayant rencontré des problèmes de qualification des joueurs, a vu l'interdiction de recrutement par la FIFA être levée. Seulement, ils ne pourront enregistrer que 10 supplémentaires hormis les 9 ayant été qualifiés à l'aller. L'Union sportive de Bitam est une institution, sinon une religion. Vous-même, vous voyez tout ce qui se fait autour. C'est-à-dire qu'avec tous les problèmes que nous avons eus, jusque-là, nous évoluons avec 8 joueurs. Et vraiment, le public est dans une situation un peu embarrassante. Nous allons tout faire pour remonter la barre au niveau de, comme le mercato intervient, à la phase retour, nous allons tout faire pour essayer de remonter le tableau pour éviter la descente en deuxième division. Le règlement prévoit une disposition particulière pour encourager les clubs qui font dans la formation. Entre les détails de la fenêtre de transfert du National Foot 1 et 2, ainsi que l'état de l'Union sportive de Bitam, qui pourrait tout faire pour se maintenir dans l'élite, il y a beaucoup de paramètres à respecter. Et pendant ce temps, le comité national olympique gabonais et la fédération gabonaise de taekwondo étaient dans la capitale économique Port-Gentil pour assister au final du championnat de la Ligue de taekwondo de l'Ogooué-Maritime. Et le club Eagle est sacré champion 2025-2026. Charles Ogoula, Francis Bandja. Le nouveau bureau directeur du comité national olympique gabonais, déjà actif sur le terrain pour soutenir la fédération gabonaise de taekwondo au final de la Ligue provinciale de l'Ogooué-Maritime. La nouvelle dynamique insufflée par le nouveau bureau que conduit le président Sylvain Pango Mbembo est de véritablement être à côté des fédérations. Parce que c'est la mission première d'un comité national olympique. Nous ne sommes pas là pour organiser, mais plutôt soutenir l'action de chaque fédération. Et la fédération gabonaise de taekwondo abat un travail extraordinaire. Plusieurs combats de qualité étaient donc au programme de cette journée, sous le regard de l'expert Boulouchi, directeur technique national de la FEGATAI.
Après 3 journées de compétition sur les 8 clubs engagés, Eagle est sacré champion de l'Ogooué maritime pour la saison sportive 2025-2026 avec 25,28% de points obtenus. Mission donc accomplie pour la Ligue de taekwondo de l'Ogooué maritime avec son partenaire officiel. Le bureau directeur de la Ligue de taekwondo de l'Ogooué maritime que je dirige est heureux et on est satisfait du rendu de nos athlètes. Nous savons désormais que nous avons un très grand réservoir en matière d'athlètes, que ce soit de la plus petite catégorie à la aux grandes catégories. La Fédération gabonaise de taekwondo, conduite par le grand maître des costauds, se satisfait des efforts de sa ligue. Nous sommes très satisfaits du travail qu'a le président de la ligue et la fédération est toujours là pour motiver la ligue afin que le taekwondo puisse bien se repentir dans l'Ogooué maritime. La fête du taekwondo gabonais fut donc belle dans la ville du Sable avec les bénédictions du Comité national olympique gabonais et celle de la Fédération gabonaise de taekwondo. Et pour finir avec la page sportive, votre rubrique Les Gabonais de l'étranger. Comme chaque lundi, allons explorer les performances de nos sportifs. Une seule discipline au menu ce soir, le football, avec Parfait Junior Boukinda et Adeline Abemondo. Randy et San Matouti, héros de l'USM Kinshela, pensionnaire de championnat algérien de première division. L'international gabonais a délivré son équipe lors de la 28e journée. Randy a marqué le but de la victoire face à El Bayad dans le temps additionnel. Cette réalisation permet aux joueurs de gagner en confiance. Frosinone va disputer la 4e saison de son histoire en Serie A. Le club de Jérémy et Anthony Oyono a validé son ticket lors de la 38e et dernière journée en s'imposant 5-0 contre Montoué. C'est une bonne nouvelle pour les deux Panthères qui vont devoir continuer à s'affirmer pour avoir des places de titulaires et jouer les premiers rôles la saison prochaine. L'international gabonais Mario Lemina, sacré champion de Turquie lors de la 33e et avant-dernière journée du championnat. Entrée de jeu à la 46e minute, Super Mario a participé à la victoire de Galatasaray 4-2 en inscrivant le but du 1-1. Le club turc décroche ainsi une nouvelle fois le titre de champion. – 20h45 sur Gabon Première, c'est l'heure de votre revue de presse avec Cabrel Guilain Lemami. Bonsoir Cabrel. Bonsoir ou bonjour à tous, où que vous regardez Gabon Première à travers le monde et bienvenue dans votre revue de presse consacrée à l'actualité nationale et internationale. D'abord, sur le plan national, la centrale d'achat du Gabon, récemment inaugurée, veut recruter des partenaires. Selon Gabon 60 minutes, un avis d'appel à manifestation d'intérêt visant à identifier et sélectionner des entreprises capables de renforcer son dispositif opérationnel dans les secteurs clés de l'approvisionnement national vient d'être lancé. À travers cette initiative, la centrale d'achat ambitionne de constituer un réseau structuré d'opérateurs économiques fiables, susceptibles d'intervenir efficacement dans les domaines de l'importation, la distribution et la logistique. Travaux de maintenance de la centrale flottante Carporship déroulés ce 11 mai 2026 pour Gabon Media Time. Ces travaux avaient pour objectif, le remplacement de l'ensemble des équipements défectués afin d'améliorer l'approvisionnement de Libreville et ses environs. Migration, le Gabon réaffirme son engagement en faveur du pacte mondial. Le quotidien national L'Union évoque le ministre de l'Intérieur, Adrien Guemamba, qui lors du 2e forum d'examen des migrations internationales à New York au siège des Nations Unies a réaffirmé l'engagement du Gabon en faveur du pacte mondial pour des migrations sûres, coordonnées et régulières. Pays de transit et de destination, le Gabon est particulièrement
particulièrement touché par cette problématique en raison de ses opportunités économiques et de sa stabilité politique, a indiqué le membre du gouvernement. De ce fait, a-t-il précisé, de 2022 à 2025, notre pays a régularisé 387 637 migrants tout en délivrant 300 000 visas d'entrée sur son territoire. Et pour la seule année 2026, le Gabon a délivré 902 permis de travail sur 964 demandes enregistrées, permettant ainsi aux migrants et à leurs familles un meilleur accès aux services sociaux de base, notamment en matière de santé, d'éducation et d'apprentissage. Oligui Nguema à Djibouti pour l'investiture de Guélé. DailyNews.com informe que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a foulé le sol djiboutien pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue Ismaël Omar Guelleh. Au-delà du protocole, ce déplacement marque une nouvelle étape dans la stratégie diplomatique de Libreville, avec en ligne de mire le renforcement de la capacité sécuritaire et maritime. Sommet Africa Forward à Nairobi, le Gabon d'Oligui Nguema en quête de nouveaux leviers d'influence. La capitale kenyane accueille le sommet Africa Forward co-organisé par Paris et Nairobi avec une ambition affichée, redéfinir les contours d'une relation longtemps contestée, désormais appelée à se réinventer. Selon GabonActu.com, ce rendez-vous marque une étape significative dans la transformation de relations entre la France et le continent africain. Pour le Gabon, la participation à ce sommet s'inscrit dans une stratégie plus large de relance économique et de diversification des partenariats. Moyen-Orient, l'Iran exige la fin de la guerre dans la région et le déblocage des avoirs gelés auprès des États-Unis. RTL indique que l'Iran révèle des demandes aux États-Unis dans sa réponse aux propositions américaines. Téhéran exige la fin de la guerre dans l'ensemble de la région, y compris au Liban. Pour sa part, le journal Sud-Ouest évoque le sommet Xi-Trump à l'approche de la visite de Donald Trump en Chine. Le président Xi Jinping affiche sa volonté d'apaiser les tensions bilatérales et de stabiliser un contexte mondial marqué par la crise au Moyen-Orient. Il s'agira de la première visite d'un président américain en Chine depuis celle effectuée par Donald Trump en 2017. Joe Biden n'avait pas fait le voyage. Déballer, c'est montrer. Vendredi, ce fut la mode africaine qui s'est étalée dans les couloirs des ministères et des entités sous tutelle. Cette semaine, eh bien, ce sont les 100 jours qui se déploient. Feuille de route en main, un autre déballage plus politique que vestimentaire. C'est l'édito de cette semaine signé Martial Chibinda. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité. Juste derrière cet édito, retrouvez votre journal en langue. Merci d'avoir suivi ce journal supervisé de main de maître par Claude Sage-Boussougou Matumba et Pelajumbui Owono. Parfaite collaboration, sinon coordination de Betty Nzembe et Grid Bijou Mombo avec au prompteur l'excellent Emar Bonga. J'ai pris plaisir à vous informer. Belle soirée. On se dit à demain, 20h, s'il plaît à Dieu. Bonsoir chez vous. Déballage. Le mot claque comme une évidence. Déballer, c'est sortir du carton, exposer au grand jour, mettre à nu ce qui était soigneusement emballé. Dans le jargon gabonais, le déballage évoque cette heure de pointe où la friperie se répand sur les trottoirs à prix bas, accessibles à tous. Une fête de tissus, une foire de couleurs, un carnaval improvisé où chacun espère trouver la perle rare. Vendredi dernier, ce fut un autre genre de déballage. Suite au dernier conseil des ministres, le gouvernement a décrété que chaque vendredi, la tenue traditionnelle africaine serait obligatoire dans les administrations publiques. Résultat, un déballage vestimentaire comme jamais. Des modèles exhumés et dépoussiérés, aux créations fraîchement retouchées la veille, des plus primaires aux plus futuristes dans l'africanité, chacun rivalisant pour impressionner son premier responsable. Les couloirs des ministères et administrations décentralisées se sont transformés en podiums improvisés.
Les tailleurs ont dû travailler en urgence, les couturières ont repris des ourlets à la hâte et les tissus ont retrouvé une seconde vie. Bref, un déballage qui a emballé tout le monde. Une fin de semaine annonce un début. Place cette semaine au déballage des 100 jours, le déballage des feuilles de route. Ministère par ministère, chacun devra montrer ce qu'il a pu faire. De source sûre, chaque ministre a reçu sa feuille de route des mains de la première autorité. Et que contient une feuille de route? Ironiquement, tout et son contraire. Des promesses de réforme, des échéances précises, des objectifs chiffrés. Des attentes présidentielles, efficacité, exemplarité, visibilité. Des injonctions tacites, ne pas traîner, ne pas improviser, ne pas décevoir. Des marges de manœuvre réduites, mais des responsabilités élargies. Bref, une feuille de route, c'est un cahier de charges qui se lit comme un bulletin de notes. Et voilà que les on-dit bruissent déjà. On dit que les 100 jours sonnent comme un premier trimestre scolaire sanctionné par un bulletin de notes. On dit que le bulletin permet d'évaluer le niveau de l'élève, du candidat. On dit qu'il n'y a pas péril en la demeure si la moyenne est juste passable. Mais on dit aussi qu'une note éliminatoire pourrait entraîner une réorganisation des effectifs. Bref, ça peut bouger ou rester au stade des bulletins, simplement. Et si l'on poussait l'ironie plus loin, la feuille de route ressemble parfois à une liste de courses. Un pain de transparence pour rassasier les citoyens. Une bouteille d'eau de confiance pour étancher la soif de crédibilité. Un sachet de sel de rigueur pour relever le goût des décisions. Quelques légumes de bonne gouvernance pour équilibrer le régime politique. Et pourquoi pas un dessert de visibilité médiatique pour adoucir la digestion des réformes. Voilà ce que peut contenir, mine de rien, une feuille de route. Quoi qu'il en soit, au terme du déballage de cette semaine, dans les médias, dans les réseaux sociaux et ailleurs, nous serons fixés sur la qualité des articles proposés. Un déballage qui, mine de rien, pourrait emballer ou déballonner. Bonsoir chez vous.